Nicolas. Et puis ce livre donc, que je tiens en main pour ceux qui regardent sur europe1.fr, bien qu'ils regardent sur l'application, Nicolas Provomonti, Immigration, mythe et réalité, le premier ouvrage fondé sur les données de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. D'abord, je voulais vous faire réagir sur ce chiffre, ces données européennes ce matin, sur le fait que 70%, il y a une augmentation de 70% de l'expulsion des détenus étrangers en France ces 2 dernières années. Est-ce une bonne nouvelle? Est-ce surprenant selon vous? Nicolas Provomonti sur Europe 1. Eh bien, écoutez, c'est effectivement le résultat d'une priorité politique claire qui a été donnée à l'expulsion de ces profils-là. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un problème global d'éloignement des étrangers en situation irrégulière dans notre pays, mais c'est vrai que depuis quelques années, on met un effort particulier sur les profils les plus dangereux. D'ailleurs, 90% des étrangers qu'on place dans les centres de rétention administrative pour les éloigner sont connus pour des troubles à l'ordre public, des condamnations pénales récentes. Il y a même un quart d'entre eux, effectivement, qui arrivent directement en sortie de prison. Donc c'est effectivement une évolution qui est plutôt intéressante. La difficulté étant qu'à elle seule, elle ne suffit pas à compenser la dynamique du nombre d'étrangers écroués en France. Sur une période de 10 ans, 2014-2024, le nombre d'étrangers écroués a augmenté de 40%. Donc c'est 3 fois plus que l'augmentation du nombre de Français écroués. Et c'est un phénomène qui est encore plus marqué pour certaines nationalités. Sur cette même période, le nombre d'Algériens écroués en France, par exemple, a plus que doublé. Et donc c'est évidemment une dynamique qui va plutôt dans le bon sens du côté de ces éloignements. Mais la tâche est vraiment gigantesque. Par rapport à ce livre, pourquoi il est inédit? Écoutez, il est inédit parce que je pense que c'est le premier ouvrage qui donne à voir de manière à la fois complète, accessible et sans tabou, une réalité qui est aujourd'hui un fait majeur dans notre société. L'immigration, c'est vraiment devenu un fait social total qui a des implications, des conséquences, des impacts sur tous les aspects de notre vie en collectivité, sur beaucoup d'aspects de la vie quotidienne des Français. Et c'est aussi paradoxalement l'un des sujets sur lesquels on parle le moins facilement, sur lesquels on est le moins à l'aise quand il s'agit d'aller directement au fait. Je pense qu'il y a un mélange de plusieurs choses. Ça doit beaucoup à une stratégie politique depuis des années, celle de nos gouvernants qui ont entouré cette réalité dans un coton de mythes rassurants. Il n'y aurait pas plus d'immigration en France aujourd'hui qu'hier. L'immigration telle que nous la recevons rapporterait au pays. Alors, tous ces poncifs, tout ça, là, vous avez tout détruit dans votre livre. Non, mais c'est vrai, tous ces mythes sur l'immigration, vous les avez tout détruits, déstructurés les uns après les autres, chiffres à l'appui. Oui, j'ai essayé de donner à voir une réalité aussi factuelle et incontestable qu'elle doit l'être, parce que poser cet état des lieux, c'est aussi le gage qu'on puisse traiter politiquement ce sujet. Vous savez, quand on n'arrive plus à convaincre les Français que l'immigration telle qu'on l'accueille aujourd'hui est une chance, on essaye de les convaincre que c'est une fatalité, que finalement il n'y aurait pas le choix. Et cet état des lieux, c'est aussi un moyen de mettre les responsables politiques face à leurs responsabilités, précisément, parce que l'immigration, ça n'est pas une fatalité dans sa forme et dans ses natures actuelles. C'est un choix politique, c'est un sujet politique, et l'action des gouvernements, s'ils le souhaitent, peut avoir des résultats. Beaucoup de questions à vous poser, Nicolas Provomonti, pour ce livre que je montre pour ceux qui regardent europe1.fr, bien sûr l'application Immigration, mythe et réalité. J'ai envie de vous entendre peut-être sur comment est-ce qu'on peut être un chef de gouvernement comme le président espagnol et régulariser. Bon, d'abord Jérôme, j'ai trop de questions à vous poser. Jérôme qui nous appelle de Pau. Quelle question vous avez envie de nous poser, mon cher Jérôme? Oui, bonjour. Bonjour Christine, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, par rapport à ce livre qui est sorti, et enfin quelque chose qui va un peu mettre un grand coup de pied dans la fourmilière de cette doxa de l'immigration, c'est une chance, l'immigration, c'est ceci. Effectivement, c'est un grand sujet politique qui, depuis des années, est là pour que la gauche soit toujours au pouvoir, soit toujours dans la conscience des gens en leur disant c'est la bonne vision, c'est la bonne chose qu'il faut dire, c'est la bonne chose qu'il faut faire. Malheureusement, aujourd'hui, tous les politiques séparent l'immigration de l'insécurité et de la possibilité, en fait, du problème économique, alors que c'est un seul et même problème, c'est l'immigration qui est la source de tout ça.
Alors, ne bougez pas, mon cher Jérôme. L'immigration est la source de tout ça, Nicolas Provomonti, vraiment? Alors, sur un ensemble des sujets que j'aborde dans le livre, l'impact de l'immigration sur l'école, sur le système de santé, sur le logement, il y a des difficultés qui préexistent à la question de l'immigration. Il y a des pans de notre vie en société qui ont une crise propre, Et que endogène, l'immigration accélère? sur laquelle, effectivement, Plombe. l'immigration rajoute un degré de C'est ça. saturation qui est parfois très grave. Le cas typique, c'est l'école. La crise de l'école n'est pas entièrement due à l'immigration, loin s'en faut. Mais quand vous avez aujourd'hui plus de 20% des élèves de CM1 qui ne parlent jamais ou quasiment jamais le français à la maison, il est évident que ça rajoute des difficultés sur un système qui est déjà en crise. Et d'ailleurs, plus on descend dans les niveaux de précarité, plus on monte dans les niveaux d'urgence aujourd'hui, plus l'effet de saturation créé par l'immigration est vraiment fort. Vous voyez, on a la moitié des bénéficiaires de l'aide alimentaire en France qui sont des immigrés, par exemple. Et donc, le discours auquel monsieur fait référence, qui est effectivement très présent, et qui est un discours voulant rabattre la question de l'immigration sur une question morale, mérite quand même d'être assez largement mis en cause, parce que qui fait l'ange fait la bête sur ce cas précis. Il est probable que la vérité se situe quelque part entre ces différentes estimations, page 34, avec l'arrivée d'environ 400 000 nouveaux immigrés en France par an. Nicolas Provomonti. Jérôme, merci beaucoup pour votre appel. Merci pour ce partage en direct sur Europe 1. Vous qui nous avez appelé de Pau pour dire que l'immigration est négative pour la France. Nicolas Provomonti, moi lorsque je vois, et j'entends bien Olivier Faure, par exemple, le patron du PS, photographié avec Pedro Sánchez pour dire voilà, moi aussi je soutiens cette immigration, moi aussi je soutiens. Comment vous analysez ça, vous qui êtes dans les chiffres, vous qui êtes au cœur des chiffres et au cœur de ces chiffres vérifiés qui ont un impact concret et négatif a priori? Bien sûr, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que le gouvernement espagnol aujourd'hui est radicalement isolé en Europe. Et ça pose aussi d'importantes questions quant au fait que la décision de régularisation de plusieurs centaines de milliers de personnes qu'il s'apprête à prendre va avoir des conséquences pour l'ensemble de l'Europe, pour l'ensemble de l'espace Schengen, parce qu'un titre Schengen permet de circuler librement dans la zone, même quand il est donné par un État en particulier. Ils arrivent en Espagne, c'est comme s'ils sont en France, c'est ça. S'ils sont en Italie. Une régularisation en Espagne vaut liberté de circulation. Dans un instant. Absolument. Je dirais qu'il y a plusieurs raisons sous-jacentes à la décision de Pedro Sánchez. Alors il y a une raison d'abord qui est complètement fallacieuse, c'est la nécessité économique. L'Espagne, c'est aujourd'hui le pays d'Europe à égalité avec la Finlande qui a le taux de chômage le plus élevé de l'Union européenne. Il y a 10% de chômage en Espagne. Donc le besoin de main-d'œuvre très tendue n'existe pas dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher un travail et qui n'en trouvent pas en Espagne. Je dirais qu'il y a deux motivations vraiment politiques. Une motivation de Pedro Sánchez qui est de se positionner au niveau mondial comme le dernier défenseur de l'ouverture migratoire en Europe. On évoquait la compétition morale sur ce sujet. Et Pedro Sánchez a fait une longue tribune ces derniers jours dans le New York Times pour expliquer que lui, il défendrait l'immigration coûte que coûte et en nombre important. Et puis aussi des raisons politiques intérieures. La presse espagnole dit clairement que derrière cette perspective de régularisation, il y a à terme une autre perspective qui est celle de la naturalisation de ces étrangers qui seront devenus légaux avec une volonté de changer l'électorat. On a besoin de main-d'œuvre. Après, je laisse Sabrina poser une question. On a besoin de main-d'œuvre aussi, Nicolas Provomonti. Vrai ou faux? Il se trouve qu'on a aujourd'hui en France 4,5 millions de personnes qui sont soit au chômage, soit dans une situation qui est très proche du chômage. Donc c'est évidemment un vivier qu'il s'agit de mobiliser a priori. La question du sous-emploi de l'immigration, de l'économie en France, elle ne date pas que de l'immigration. On a un taux d'emploi qui est structurellement plus faible que certains de nos voisins. Mais nous avons aujourd'hui l'une des immigrations les moins en emploi de toute l'Europe. Et donc, le besoin d'une immigration de travail nombreuse et peu qualifiée, dans l'état actuel de notre marché du travail, il n'existe pas. Nicolas Provomonti, en direct sur Europe 1, il est 12h24. Sabrina Medjeber vous interroge. Alors, cher Nicolas, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question à vous poser parce que vous écrivez à la page 27 de votre ouvrage que selon l'INSEE, 35% des descendants de parents immigrés épousent un conjoint de même origine. Cette tendance est encore plus marquée pour certaines nationalités. 55% des descendants d'immigrés algériens ou 77% des descendants d'immigrés turcs, par exemple. Ces chiffres qui montrent la structure de la parenté qui avait déjà été travaillée par Michel Tribala, la grande démographe, prouvent qu'il y a aujourd'hui en France un cloisonnement de certaines structures familiales et donc un éloignement d'un cadre commun civilisationnel. J'entends ça par ça. La question que j'ai envie de vous poser, cher Nicolas, ne craignez-vous pas que l'immigration qui arrive aujourd'hui, qui pourrait donc constituer une sorte de partition
culturelle dans notre pays, où certains individus essaieraient de s'absoudre finalement des règles du commun. Ne craignez-vous pas que ce soit la fin de l'État-nation aujourd'hui, un État justement qui propose une appartenance commune, une communauté nationale forte, un cadre commun, des repères communs, une identité commune. Est-ce que vous ne le craignez pas? Nicolas Provomonti sur Europe 1. Je pense effectivement que c'est un vrai risque, Sabrina, et d'ailleurs c'est un risque qui a été verbalisé dans d'autres pays que le nôtre. En Grande-Bretagne, le Premier ministre Keir Starmer a déclaré récemment qu'il ne voulait pas que la Grande-Bretagne devienne un pays d'étrangers, où chacun est étranger à l'autre, et par son ampleur nouvelle, par la structure géographique et culturelle de l'immigration qu'on reçoit aujourd'hui en France, c'est effectivement l'un des rares sujets qui engage de manière très sérieuse jusqu'à la capacité de paix civile dans le pays, par la fracturation de la société française en un ensemble de diasporas qui ne partageraient plus qu'un ordre juridique commun minimal, mais sans sentiment du commun, sans affect. Ce serait une sorte de grand règlement de copropriété, finalement. Mais la cohabitation dans le cadre de ce règlement de copropriété n'offrirait pas toutes les garanties d'une vie paisible dans le siècle qui vient. Très bien. Merci beaucoup à Nicolas Provomonti sur Europe 1. Vous parliez tout à l'heure du taux d'emploi. Moi, je me mets à la place d'un... Parce qu'on dit aussi que le patronat est un peu, parfois, comment dirais-je, complice de cette immigration, parce qu'on dit qu'on a besoin de manœuvre, parce qu'on dit que notre population est vieillissante. Alors, on les fait venir, on dit qu'on les laisse venir, ils ont besoin de travailler. On dit qu'ils cherchent un emploi. En réalité, vous nous dites qu'ils ont un taux d'emploi très faible. Est-ce que la solution, c'est les faire travailler, faire les immigrés travailler? Est-ce que c'est faire les Français qui ne travaillent pas travailler? Ou est-ce que c'est les deux? Écoutez, je pense qu'il faut tout repenser ensemble. On dit parfois que les Français ne veulent plus faire certains métiers. Il faut préciser qu'ils ne veulent plus faire certains métiers à n'importe quel prix. Or, l'immigration de travail peu qualifiée a un impact objectivé, prouvé sur le niveau des salaires sur certains métiers. Et donc, en important cette immigration-là, on contribue à rendre ces métiers de moins en moins attractifs par ailleurs. Première question, s'il fallait retenir 3 chiffres de votre livre, 3 chiffres sur l'immigration, 3 chiffres qui résument tout, quels seraient-ils? Écoutez, j'en vois 3. D'abord sur l'augmentation de la population immigrée en France, le caractère radicalement inédit de notre situation. Le nombre de nouveaux titres de séjour qu'on accorde chaque année en France a triplé depuis la fin des années 90. On a encore battu un record l'an dernier. Un deuxième chiffre, peut-être une deuxième donnée sur la nature de l'immigration reçue en France. On évoquait les difficultés d'intégration économique. Vous avez aujourd'hui à peine 43% des immigrés extra-européens récents en âge de travailler qui occupent un emploi. 43%, c'est 25 points de moins que la population générale, et c'est le taux le plus faible de l'Union européenne, juste après la Hongrie de mémoire. Et puis peut-être une troisième donnée qui donne une approche des transformations démographiques plus générales générées par nos politiques migratoires. Vous avez désormais en France plus de 30% des nouveau-nés chaque année qui sont issus d'au moins un parent né en dehors de l'Union européenne, ce qui est évidemment une réalité absolument sans précédent. Dernière question, Nicolas Provomonti, on aimerait passer la journée avec vous pour apprendre. C'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qu'on a l'impression qu'ils sont cachés. Il faut vraiment aller, vraiment prendre du temps pour aller les retrouver, pour pouvoir comprendre ce qui nous intéresse, ce qui nous occupe et ce qui peut interpeller, en tout cas avoir la vérité sur l'immigration. Dernière question, peut-être, là on va parler de la présidentielle. On voit que Gabriel Attal se met en ordre de bataille, il va sortir son livre. Michel-Édouard Leclerc est en tête des sondages. Bruno Retailleau vient d'être plébiscité par les LR. Dominique de Villepin est en train de se disputer sur les réseaux sociaux avec Éric Zemmour et se met en ordre de bataille. François Hollande a dit qu'il est prêt. Quel est le candidat, selon vous, selon les chiffres, qui serait le plus à même d'aider la France face à cette immigration massive? Écoutez, je pense que ça sera le candidat qui donnera à connaître de la manière la plus claire ce qu'il souhaite faire et comment il souhaite le faire. Parce que les aspirations du pays sur ce sujet, elles sont connues, elles sont très majoritaires. Vous avez entre 2/3 et les 3/4 des Français qui estiment qu'il y a aujourd'hui trop d'immigration en France, que les flux migratoires reçus sont trop nombreux. C'est évidemment 95% de l'électorat du RN, mais c'est aussi 2/3 de l'électorat du Bloc central, c'est une petite moitié de l'électorat de gauche. Et donc l'enjeu sera de faire en sorte que l'immigration puisse être l'un des principaux, si ce n'est le principal sujet de la campagne présidentielle qui vient. Parce qu'en France, quand on a une grande question à trancher, on a un moment de conversation nationale qui est l'élection présidentielle.
Merci beaucoup, Merci Nicolas à vous. Provomonti, d'avoir répondu à nos questions. Immigration, mythe et réalité. S'il y a une Bible à avoir, à part votre Bible, hein, bien sûr, sur votre table de chevet, une Bible avec un petit B, pas majuscule, mais minuscule, c'est ce livre, Immigration, mythe et réalité, aux éditions Fayard. Merci d'avoir été avec nous. Merci.